Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Twitch sur le fil rouge, c'est le nom de notre émission sur le Twitch de l'UGIC CGT. Aujourd'hui, on va parler d'égalité salariale femmes-hommes et je suis en compagnie de Myriam Lepkiri, secrétaire confédérale de la CGT et référente de la commission Femmes Excitées. Bonjour. Bonjour. Ensuite, nous avons avec nous Ophélie Labelle, membre de la direction de l'UGIC CGT, mais également membre de la direction de l'UFMICT, donc l'Union fédérale des médecins ingénieurs cas des techniciens, si j'ai tout bon. C'est ça. Et c'est toi Bonjour. qui es responsable de la négociation dans le secteur public de la directive transparence Exactement. salariale. Donc ça, Exactement. on va en parler aujourd'hui. Et Neila Glaise, présidente d'Eurocadre. Bonjour. Bonjour Sébastien. Toi, tu as participé aux négociations en amont au niveau européen, donc Eurocadre qui regroupe les ingé Tech syndiqués au niveau européen, tout Tout à simplement. fait. Voilà. Voilà. Alors, en préparation de la Journée internationale des droits des femmes, on voulait parler de la question de l'égalité salariale. D'après les indicateurs de l'INSEE, il y a toujours un écart de près de 22% en 2024 au niveau des salaires. Dans ce chiffre, il faut prendre en compte le fait que les femmes subissent davantage les contrats précaires et les contrats à temps partiel. Trois quarts des salariés à temps partiel sont des femmes. Et en même temps, y compris sur des postes à temps plein, eh bien, on retrouve des fortes inégalités de revenus. L'INSEE, dans cette même étude de 2024, estime qu'elles sont à hauteur de 14%. On retrouve donc des inégalités sur des postes identiques, mais aussi, de manière générale, les postes considérés comme, enfin, les métiers fortement féminisés sont de manière générale aussi moins valorisés. Alors, loin d'être un hasard, hein, tout ça, ça nous interroge évidemment sur les causes des inégalités et aussi les moyens pour y mettre fin. Un des combats syndicaux de la période, c'est la transposition d'une directive européenne sur la question de la transparence salariale. Cette directive qui va être négociée, donc, qui est concertée actuellement et qui va être transposée dans la loi française au mois de septembre, eh bien, la CGT s'implique dans ces concertations et va essayer d'obtenir une loi qui soit la plus fidèle possible aux orientations qui avaient été fixées au niveau européen. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et avant ça, je laisse l'introduction à la régie. Eh bien, nous revoilà. Donc, inégalité salariale femmes-hommes. Donc, je dressais un constat un peu sombre du niveau des inégalités. Peut-être, Myriam, commencer par toi. Qu'est-ce que, à la CGT, vous analysez sur ces inégalités, leurs causes et aussi leurs conséquences? Oui, alors, Sébastien, le constat que tu fais, il est, le même d'année en année et c'est pour ça qu'en fait, on égrène tous les ans les mêmes chiffres. Ceux que tu as rappelés, les inégalités, de rémunération en défaveur des femmes, elles sont de 22. Elles sont de 30 si on prend en compte les femmes privées d'emploi et les hommes privés d'emploi, la comparaison. 80 des temps partiels sont occupés par les femmes, des temps partiels imposés, pour, les 3 quarts et notamment, nous, ce qu'on demande à la CGT, c'est qu'il y ait, vraiment des je vais avoir le mot. Des outils contraignants, des... Des outils, enfin, sur la petite enfance, qu'il faut Ah qu'il y oui. ait, vraiment une politique de la petite enfance qui permette aux femmes de ne pas se mettre en temps partiel. Hem, tous ces cumuls des inégalités fait que, à la retraite, c'est encore pire Mmh. pour, les femmes, donc c'est, dans le combat, contre la réforme des retraites, on a dit que, bah, les premières concernées, les premières victimes, ça serait les femmes puisque là, les pensions de retraite, elles sont de 38 inférieures, en moyenne, donc c'est, extrêmement grave. Alors tout ça, c'est dû et tu l'as, dit en propos introductif à plusieurs, effets. Il y a les effets de la ségrégation, professionnelle. Donc, on a 87 des femmes qui sont dans 11 filières, de métiers
et notamment à prédominance, enfin des métiers à prédominance féminine qui sont déqualifiés, dévalorisés parce que occupés massivement par des femmes. On a bah, les temps partiels, ça on l'a déjà dit. On a le plafond de verre, et là je pense que les copines de l'UGIC pourront répondre aussi sur les effets du plafond de verre, avec des femmes qui sont plus diplômées que les hommes, mais qui occupent des postes, moins de postes de direction. Et puis on a le plancher collant, c'est-à-dire que 60% des smicards sont des smicardes, et avec des carrières qui sont entravées par le procès en maternité et puis par les discriminations directes en défaveur des femmes. Qu'est-ce que tu entends par le procès en maternité? C'est-à-dire qu'on reproche aux femmes de tomber enceinte, en quelque sorte? Alors, on reproche aux femmes qui n'ont pas d'enfants d'en vouloir, hein, Mmh. et les femmes qui ont des enfants, le premier enfant marque un arrêt dans la progression de la carrière. Le deuxième enfant, c'est la condamnation directe, alors que pour les hommes, c'est la différence. C'est là que c'est incroyable, hein, dans les préjugés sexistes qui nous sont inculqués. C'est-à-dire qu'un homme, avec son premier enfant, peut gagner une promotion parce qu'on l'estime beaucoup plus mature, etc. Mmh. Donc ça, c'est des biais sexistes extrêmement forts en entreprise, Alors extrêmement forts dans notre société. alors que les femmes, ouais, donc tu disais, le plus elles ont d'enfants, le Le plus ça moins a un impact sur leur carrière. Voilà, un impact négatif Mmh. sur la carrière, sur, les promotions, alors que les hommes, c'est des carrières qui montent en puissance avec la paternité. Mmh. Est-ce que vous alors Ophélie, toi tu es dans la fonction publique, est-ce que vous dressez le même constat dans la fonction publique? On pourrait estimer qu'avec les grilles de salaire, les règles, élaborées par les syndicats, notamment au fil des ans, Mmh. ce serait peut-être plus régulé. Est-ce que c'est le cas? C'est exactement le cas. La fonction publique, n'est pas un exemple, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Déjà le constat est que dans la fonction publique, il y a, majoritairement de femmes à 65. Donc déjà la fonction publique est marquée par une forte présence de catégories de travailleuses, contre 47 dans le privé par exemple, avec une montée, pour les contractuels. Il y a aujourd'hui 70 de femmes, qui sont contractuelles dans la fonction publique, avec une augmentation générale aussi des contractuels dans la fonction publique, et là aussi ça pose question. Sur la question, du plan du de la montée justement de l'évolution de carrière, des femmes, en effet, donc 63 65 de femmes dans l'ensemble de la fonction publique, mais on en retrouve, que, 63 donc pour rappel, la fonction publique est organisée par catégorie A, B, C, avec la catégorie A et la A+, qui sont la plus élevée, et ce sont des hauts dirigeants de la fonction publique. On ne retrouve que 63 dans les cadres de proximité, et dans les hauts dirigeants, on n'en retrouve que 43 donc on perd 20 points sur, cette évolution de carrière. Sur les inégalités salariales, malgré le fait en effet qu'il y a une organisation, par des grilles de salaire dans la fonction publique, il y a bien entendu, hein, je peux le dire de cette manière, des inégalités malheureusement, et on est en fonction des versants, c'est-à-dire en fonction du domaine d'activité. Dans l'hospitalière par exemple, on est à 19 d'écart de salaire. Dans la fonction publique d'État, notamment les enseignants et toutes les personnes qui travaillent dans les ministères, on est à 12,2, et dans la fonction publique territoriale, nous sommes à 6,8. Et là, c'est important de le dire, 6,8 ne veut pas dire que la territoriale est un exemple d'égalité professionnelle, mais bien au contraire, puisque ces chiffres sont en équivalent temps Mmh. plein et on gomme les temps partiels. Alors Mmh. que dans la fonction publique territoriale, on retrouve les AESH, les Mmh. personnes qui accompagnent les enfants dans les écoles. Et là, c'est beaucoup de temps partiel. Et pour revenir sur ce que disait Myriam sur la question de la conséquence de la maternité et de l'évolution, on s'aperçoit qu'en fonction des tranches d'âge des professionnels, deux LES, il y a l'écart qui grandit, c'est-à-dire qu'entre 30 et 40 ans, l'écart est de 5,5%, et entre 50 et 60 ans, il est de 11%. Donc on voit vraiment la conséquence de cette évolution. On pourrait dire, je me fais l'avocat du diable, que dans les employeurs, en fait, il y a eu des évolutions et que, en fait, les plus âgés n'ont pas eu les conséquences des évolutions de carrière, enfin, ou des changements grâce à l'égalité. Sauf qu'aujourd'hui, l'État n'est pas un exemple d'égalité professionnelle. Et on le voit notamment avec les métiers les professions à prédominance féminine, où là, on retrouve les enseignantes, les aides-soignantes, les infirmières, voilà, les AESH. Donc on retrouve beaucoup de professions à prédominance féminine.
Les infirmières, par exemple, les aides-soignants et l'ensemble des professionnels du soin ont été applaudis pendant la crise de la Covid Mmh. et aujourd'hui, en fait, on ne regarde plus les difficultés qu'elles rencontrent et il y a vraiment une difficulté de reconnaissance de ces professions-là. Donc Et donc et c'est souvent, j'imagine, les médecins qui sont des hommes et non des médecines et les infirmières, d'ailleurs, rien que dans le nom, on le féminise généralement, ce mmh, sont majoritairement des femmes et elles sont moins ouais. rémunérées, c'est ça? Alors, il y a une féminisation des médecins, OK. donc ça, c'est bien, mais par contre, sur les hauts grades de chefs de service, Mmh. par exemple, on retrouve que des hommes. Enfin, Mmh. essentiellement des hommes, je ne vais pas dire que des hommes, mais beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mmh mh. Et Mmh. justement parce qu'il y a ce soupçon de maternité, notamment pour les femmes médecins, sur l'évolution de carrière. Mmh. Donc oui, il y a vraiment, beaucoup de choses à faire sur, cette question de l'évolution de carrière et des inégalités salariales dans la fonction publique. Mmh. Et d'ailleurs, pardon. Oui, Vas-y. alors il y a une très bonne étude IRES-CGT, qu'il faut, rappeler parce qu'elle Mmh. était, vraiment très documentée, sur, justement les métiers du soin et du lien. Donc, je pense qu'on peut, la remettre à disposition. Elle a été faite il y a quelques années, mais c'est vraiment un outil pour montrer les biais sexistes dans, l'analyse des métiers, du Mmh. soin et du lien et combien ça coûterait de revaloriser de manière massive ces métiers. Et pour terminer sur ce point, la question des professions à prédominance féminine, notamment, elle est considérée enfin, il y a toujours des préjugés, notamment sur la question, des professions comme quoi c'est inné ou Mmh. c'est naturel d'accompagner les malades pour les femmes ou les aidants ou de s'occuper des Oui, parce petits-enfants. qu'elles font déjà les tâches domestiques, Exactement. donc Et ça revient à questionner aussi le partage des tâches domestiques Mmh. aussi, qui ne revient pas bien sûr qu'aux femmes et bien mmh. sûr, c'est le partage des tâches, normalement qui se fait un petit peu plus. On voit une évolution, mais encore, c'est un Mmh. peu, Mmh. compliqué Donc et mais donc ça colle aussi sur, l'évaluation des professions avec la question de la revalorisation des salaires et de la pénibilité. Mmh. mmh. Mais je reviendrai là-dessus aussi après. Donc métier du soin et des liens, on est plutôt sur les aides à domicile, par exemple, Infirmières, infirmières, sages-femmes, sages-femmes, accompagnants, voilà, les La accompagnants petite à la enfance. petite petite enfance, enfance, crèche, ouais. Mmh. donc voilà, c'est très large. Et alors, au niveau européen, du coup, je me tourne vers Neila. Est-ce que la France, elle est en avance ou en retard sur ces questions d'inégalité? Où est-ce qu'on se situe aujourd'hui? Alors, au niveau des inégalités hommes-femmes, la France se situe plutôt dans la moyenne, on va dire. Hmm. Sauf que si on compare par rapport aux pays voisins, on n'est pas de très bons élèves parce que la Belgique, par exemple, elle est largement bien meilleure. Le Luxembourg encore mieux, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. On pourrait imaginer quand même que la France, elle est plus, c'est un pays qui est plus développé et donc on a tendance à penser que les lois qui existent protègent mieux les salariés, Mmh. eh ben, ce n'est pas le cas. Mais ce qu'on note aussi, c'est qu'un des plus mauvais élèves en matière d'égalité, c'est l'Allemagne. Donc, ce qui est quand même un Mmh. peu étonnant pour un Mmh. pays aussi grand. Mais pour revenir à la question des ICTAM, c'est aussi un point qu'on a remarqué partout dans tous les pays européens, c'est que la différence, elle est beaucoup plus grande quand on monte dans la hiérarchie. Et c'est là où on voit moins de femmes dans les conseils d'administration ou dans les directions des entreprises. Donc, on correspond un petit peu à la moyenne. Mais ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'un des points qui fait que les femmes cadres sont encore plus discriminées que les autres, c'est la rémunération en elle-même qui inclut plusieurs facteurs, plus on monte dans la hiérarchie. Et donc forcément, le secret salarial, Mmh. il favorise cette discrimination. Parce qu'on peut comparer, par exemple, les fiches de paye, mais après, il y a des choses qui ne sont pas incluses dans les fiches de paye. Et c'est là où on voit aussi les grosses différences quand on monte dans Quoi sont l'entreprise. les avantages en nature, éventuellement les primes Tout à exceptionnelles sur les fait, tout à résultats? fait. Les primes, les avantages en Mmh. nature, les bonus, les stock Hmm. options qu'on a des fois parce que il y a des entreprises qui remplacent une partie du salaire par des actions gratuites qui Hmm. sont données à un certain niveau. Et là, je peux dire, ça peut faire beaucoup, beaucoup de différence. Hmm. Mmh. J'avais vu un article comme quoi aussi, dès lors qu'on ramenait une part du salaire, enfin du revenu à la négociation, là encore, les femmes étaient moins avantagées généralement par rapport aux hommes. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus ou Sur sur la dès lors qu'une partie du salaire est négociée par les mmh. salariés, bon là
C'est Bah, Donc, tu veux un dire, elles article. sont moins talentueuses en C'est négociation. ce que disait plus ou il moins l'article. semblerait Ouais, ouais, il semblerait les femmes Et négocient aussi ouais. les salaires. Donc, Mm, Oui, elles obtiennent moins ouais. mais que les hommes parce qu'il y a des biais sexistes dans les entreprises. mais Mm, c'est tout là d'avoir les chiffres justement. Voilà, donc pour l'instant, c'est un peu Mhm. compliqué d'avoir les chiffres là-dessus, quoi. C'est vrai que nous, syndicalement, par ailleurs, on se bat pour qu'il y ait des grilles de salaire, c'est-à-dire que ça Tout soit à des fait. éléments objectifs, une reconnaissance des qualifications des métiers qui déterminent les salaires. C'est ça le point important, et aussi c'est le point important de la directive dont on va parler tout à l'heure, c'est parce qu'il faut ramener la question au niveau collectif et plutôt au niveau individuel. Et c'est pour cela que même d'entrée de jeu, quand on rentre dans une entreprise, si chacun négocie comme il veut, comme il peut, son salaire, on commence déjà à voir les différences. Et ça, ce n'est pas normal aussi. Mhm. Et juste pour Bien compléter, sûr. dans la fonction publique, on a aussi cette individualisation de la rémunération qui augmente de plus en plus, notamment avec un régime, voilà, le RIFSEP comme on appelle dans la fonction publique, où il y a une part individuelle en fonction du poste. Et là, c'est très opaque justement en fonction sur les collectivités, les établissements. Et donc, on est vraiment, même dans la fonction publique aujourd'hui, sur ces questions-là. Et on s'aperçoit aussi sur les hauts postes de direction qu'en fonction des postes, on voit que les femmes sont retranchées sur certains postes, plus que certains autres par rapport aux hommes. Mm. Et donc, voilà, la question aussi se pose sur ces questions-là avec les professionnels ICTAM. Oui. Puis, si je dis pas de bêtises, une des réformes qui avait été proposée par le gouvernement Bayrou, celui d'avant, c'était de faire sauter les catégories pour aller vers une individualisation. Donc ça aussi, évidemment, ça aura une conséquence pour les femmes en C'est particulier. ça, l'individualisation est déjà très forte dans l'État, dans la fonction publique d'État et dans la territoriale, et elle commence à arriver dans l'hospitalière, notamment par les corps de direction. Est-ce que vous voulez rajouter des éléments sur la partie constat? On est bon? Oui. Bon, on est bon. On n'est pas bon, au contraire. Non. Et du du coup, travail. pour y répondre, évidemment, on a des combats syndicaux. Et un de ces combats syndicaux, c'est la directive européenne transparence salariale. Si je résume, c'est une directive qui prévoit la publication des écarts de rémunération au niveau des entreprises, l'accès à ces chiffres par les salariés et notamment les organisations syndicales, et le plus important, la correction de ces écarts injustifiés avec des sanctions à la clé pour les entreprises. Est-ce que, avant d'aborder le fond de la directive, peut-être aborder ce qu'est une directive, parce que c'est pas tout à fait évident, je pense, pour tout le monde. On a tendance à s'imaginer que tout se joue au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau étatique, mais il y a aussi des règles qui sont fixées au niveau européen. Donc, Neila, est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de tout ça, toi qui es l'experte? Alors, pour faire simple, en fait, c'est une directive, c'est un texte législatif donc qui pose un plancher de garantie en dessous duquel les pays qui sont membres de l'Union européenne ne peuvent pas y aller. Et donc, c'est un texte qui émane à l'origine de la Commission européenne. Ensuite, il est discuté, amendé et adopté par le Parlement européen, donc les élus européens. Et ensuite, il passe au Conseil qui est formé des chefs d'État membres de l'Union européenne, donc les 27 pays qui sont membres de l'Union européenne. Et seulement après, une fois que tout ce processus est bien passé, ce texte il est publié au journal officiel et il devient contraignant en quelque sorte pour les pays. Et donc, il y a un délai qui est fixé dans le texte. Après ce délai-là, ce texte doit être intégré dans la loi qui existe dans le pays, c'est-à-dire qu'il faut adapter la loi existante ou la créer quand elle n'existe pas pour intégrer les mesures qui sont prévues dans ce texte-là. Et selon les textes, on a souvent une clause qui s'appelle la clause de non-régression qui permet de garantir que la loi qui existe déjà dans le pays ne soit pas diminuée avec ce texte-là. C'est-à-dire il faut garder un plancher minimal qui est le plancher prévu dans la directive, mais aussi ne pas baisser les garanties qui sont déjà existantes dans un pays. Et donc, c'est la directive, donc c'est un texte qui va donner un amendement au Code du travail ou des nouveaux articles au Code du travail ou changement des articles qui sont déjà inclus et qui doit donc s'appliquer à tous les travailleurs selon le périmètre de la directive. Ça peut s'appliquer au privé, au public, à tout le monde, selon ce qui est déjà prévu dans la directive. Et forcément, donc les pays doivent respecter
et le délai de cette transposition. Ce qu'on appelle transposition, c'est justement prendre les mesures et les mettre dans la loi française notamment, mais aussi respecter le fait que les garanties minimales qui sont prévues dans ce texte-là soient accessibles aux travailleurs français et françaises. D'accord. Alors, c'est le paradoxe d'ailleurs au niveau européen. J'ai l'impression que c'est la deuxième directive qu'on voit passer devant nous à l'UGIC. Il y avait la directive travailleurs des plateformes avant ça. Donc, j'ai l'impression que voilà, on gagne globalement des droits avec ce principe de faveur. C'est pas forcément audible aujourd'hui dans le débat public qu'il y a des choses qu'on peut arracher au niveau européen. Bah, moi, j'ai tendance à dire que beaucoup de droits français émanent du droit européen, notamment les questions en matière de santé et sécurité au travail, les questions sur les normes environnementales, les questions sur l'égalité homme-femme, parce que ce n'est pas le premier texte aujourd'hui qui s'applique en France. Et d'autres. Donc, il ne faut pas minimiser l'effet de l'Europe. Et c'est pour cela que aussi, quand il y a les élections européennes, il faut faire attention parce que ce sont les députés européens qui doivent amender et adopter ces textes-là. D'où l'importance qu'on ait des députés européens qui soient pour les travailleurs. Oui, on imagine que l'extrême droite s'oppose à ce genre de texte. Tout à fait. Ils étaient opposés à cette directive notamment et à plein d'autres. Donc, vous avez entendu le message. Allez voter aux prochaines élections européennes qui sont dans un paquet d'années, je pense, maintenant, dans 4 ans. Et peut-être dernière question, parce que du coup, il y a un enjeu au niveau de cette transposition, parce que j'imagine que donc, les droits entre les pays sont très différents, qu'il y a des interprétations aussi qui peuvent différer. Donc, comment ça se passe? Quelle est la position du patronat français et européen? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire pour que ces directives soient vidées de leur contenu? Alors, le patronat, il a bon vent aujourd'hui parce que évidemment, la plupart des pays tournent à droite, voire à l'extrême droite, et donc évidemment, ils utilisent cette occasion-là pour minimiser l'effet de cette directive qui, je rappelle, a été adoptée lors du mandat précédent de la Commission européenne et pas celui-là, donc avant les dernières élections européennes. Oui, et ils continuent à le faire. En tout cas, ils continuent au niveau européen parce que la directive n'a pas encore été transposée en France et dans plein d'autres pays, justement parce que le patronat européen et dans différents pays sont en train de pousser pour, en gros, désosser cette directive et enlever le plus important de son contenu. Mais ce n'est pas une raison pour nous d'arrêter le processus ou d'accepter ces conditions-là, parce que le texte est clair, il a été adopté, le processus est démocratique et donc il faut le respecter. Et théoriquement, c'est en juin 2026 que cette directive devrait être transposée dans tous les pays européens. Là, je me tourne vers toutes les deux, Ophélie et Myriam, parce que c'est vous qui, du coup, faites partie, donc je le rappelle, des concertations pour cette transposition dans le droit français. Ophélie, toi, tu es du côté de la fonction publique et toi, tu représentes les salariés du privé. Je crois que c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quels sont les enjeux de cette concertation et déjà, quelle est la différence avec une négociation? Parce que d'habitude, les syndicats, on est plutôt dans la négociation. Peut-être voilà, nous éclairer un peu là-dessus. Et voilà, quels sont les enjeux syndicaux aujourd'hui? Je ne sais pas qui veut commencer. Alors peut-être pour compléter ce qu'a dit Nélia, donc la directive en France, donc elle doit être transposée et appliquée à partir de janvier 2026. Et on a senti depuis le début des réticences à l'appliquer de manière prématurée. On avait eu des engagements en 2023, il y avait eu une conférence sociale, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'époque la ministre Borne qui avait promis que les enjeux d'égalité étaient extrêmement importants pour le gouvernement et que cette dispositive était un point d'appui important également en ce qui concerne la transparence des rémunérations, en ce qui concerne les sanctions aux entreprises et le calcul des écarts de rémunération. C'est les trois leviers. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, puisque 2023 étant passé, 2024 passé, 2025 passé également. Les concertations ont commencé, que ce soit dans le public ou dans le privé, depuis juin 2025.
avec un moment d'arrêt avec le tourbillon gouvernemental, la valse des ministres, hein. Et là, on sent quand même qu'ils ne sont pas extrêmement pressés d'appliquer la directive. Et on a l'impression qu'ils espèrent encore, en croisant les doigts comme ça, du plus fort qu'ils peuvent, que ce soit aussi bien le gouvernement que le patronat, d'obtenir des régressions de la directive au niveau européen pour ne pas avoir à l'appliquer totalement dans le droit français. C'est en tout cas, nous, le ressenti qu'on a pour l'instant. Alors, la différence entre une concertation et une négociation, on est censé déboucher sur un accord, qu'on signe ou qu'on signe pas, un accord ou un désaccord. Une concertation, on nous demande juste notre analyse de la directive. Donc, au niveau du privé, c'est l'analyse des organisations syndicales confrontées à l'analyse des organisations patronales et avec un ministre du Travail qui tranche, ministère du Travail qui tranche. Si je peux la faire vraiment simpliste comme ça. Pour l'instant, ce qu'a dit Nélia est très important. 2 enjeux quand il y a une directive européenne. Donc déjà dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des mesures d'égalité en France, c'est parce que c'était sous pression de l'Europe. Donc on a un gouvernement qui dit à chaque quinquennat que c'est la grande cause du quinquennat, mais à chaque fois, c'était sous pression de l'Europe qu'il y a eu des avancées, que ce soit sur la directive Women on Board, que ce soit sur la directive de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qu'on a du mal à faire transposer. Là aussi, c'est notre futur travail sur l'établi. Et sur la transposition de la directive, pareil, depuis 2019, il y a un index égalité dans le privé, hein. Ophélie vous racontera ce qui se passe dans le public tout à l'heure. Il y a un index égalité qu'on dénonce en disant un index, c'est important de calculer, de voir les écarts de rémunération dans les entreprises. Mais par contre, il faut que ça soit vu de manière réelle, loyale et sincère et qu'on puisse prendre des mesures. Cet index égalité, on dénonce son inefficacité en faisant des propositions pour qu'il puisse être valable, que ça puisse mettre en évidence les écarts de rémunération. Et le gouvernement, le patronat fait un lobby incroyable pour ne pas changer cet index égalité. C'est sur cette base un peu déloyale, hein, sur la lutte contre les inégalités en défaveur des femmes, que la transposition arrive. Donc la transposition, elle va permettre déjà de prendre en compte la transparence, mais de tous les éléments de rémunération. Donc ça, c'est hyper important pour les cadres, notamment. Donc ça embête le patronat, puisqu'on est sur des politiques, que ça soit bien, aussi bien dans les entreprises que dans les services et les administrations, sur des politiques d'individualisation. Voilà, c'est les fameux pour mettre en parlait tout à concurrence l'heure, les travailleuses et les travailleurs entre elles, entre elles et eux, pour faire du dumping social, etc. Donc là, ça va être une directive par le jeu de la transparence de l'ensemble des rémunérations qui va nous permettre de la jouer collectif. Donc, la jouer collectif au sein d'une entreprise et d'une administration en établissant la transparence et l'honnêteté des salaires, voilà. Déjà, on n'est pas dans la doctrine patronale, hein, donc là, il y a 2-3 qui grincent des dents. Voilà, on avait quand même un patronat relativement en PLS sur le sujet. Ça nous permet aussi de pouvoir mesurer les écarts de rémunération, de l'ensemble des rémunérations aussi. Donc ça, c'est extrêmement important, notamment pour les catégories supérieures, où il y a énormément de variables. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, dans le privé et dans le public, c'est pareil, risque de régression par rapport au droit existant, puisque sur ces calculs des écarts de rémunération, la directive propose que pour les moins de 100, je crois, ou moins de 250, moins de 100, ce soit tous les 3 ans, ce calcul de l'indicateur, du dernier indicateur qui est extrêmement important sur les écarts de rémunération. Et le ministère du Travail veut aller sur un calcul tous les 3 ans. Alors nous, on a dit attention, l'index, c'est tous les ans. Donc là, voilà. Et puis sur les sanctions, il y a un débat, y compris juridique. Il va y avoir. Et sur les sanctions, on a un gros problème de sanctions des entreprises qui discriminent. Donc, c'est de manière très triviale. C'est comme s'il y avait un code de la route, qu'il y avait des radars, qu'on se faisait flasher à 190 sur l'autoroute, et puis qu'il n'y avait pas de sanctions.
Eh ben, les gens font du 190 sur l'autoroute s'il n'y a pas de sanction. Bah, c'est un peu pareil sur les inégalités salariales. Donc là, on est avec des propositions de sanctions mou du genou qui sont que sur des sanctions, des pénalités fixes sur des obligations déclaratives non remplies. C'est même pas sur les écarts de rémunération. Donc là, il y a un boulevard pour les entreprises pour qu'on continue à discriminer les femmes. Voilà. Et comment ça se matérialise ces sanctions? Est-ce que c'est les salariés qui doivent aller en justice pour faire reconnaître Alors, situation illégale il ou y a l'inspection du travail? deux leviers différents. Il y a celui de l'analyse des obligations déclaratives. Donc ça, c'est ministère du Travail, c'est inspection du travail, c'est les représentants du personnel. Donc nous, en plus, on demande à ce que il y ait un élargissement des prérogatives des représentants du personnel, puisqu'il y a énormément d'entreprises où il n'y a pas de représentants syndicaux. Bien Et sûr. on a besoin d'avoir des militantes et des militants de la CGT qui puissent s'emparer de ces questions-là, même lorsqu'elle n'est pas présente par par la représentation de l'entreprise. Donc ça peut être voilà, en CSE, CSA, CST, en fonction de l'instance représentative du personnel, les obligations déclaratives. Nous, on a besoin qu'il y ait des sanctions lorsqu'il y a des écarts des rémunérations, ça je le disais, sinon c'est la porte ouverte à toutes les Bien discriminations. sûr. Et puis sur la directive, elle est extrêmement intéressante aussi, et tu as eu raison de le dire. Et ça, par contre, ils ne pourront pas aller en dessous. C'est sur lorsqu'il y a des recours en justice. Jusqu'alors, lorsqu'il y a discrimination, c'est au salarié, à la salariée ou au salarié discriminé, peu importe d'ailleurs la nature des discriminations, de prouver qu'il y a discrimination. Donc, parcours du combattant extrêmement compliqué. Déjà, d'avoir les éléments d'information, ça va être facilité par la transparence, et de prouver qu'il y a discrimination. Là, on change. On inverse la hiérarchie. Ça va être à l'entreprise, lorsqu'elle est poursuivie, de prouver qu'il n'y a pas de discrimination. Donc ça, c'est comme, à mon avis, on va réussir à s'en saisir de manière importante. Et ça, c'est pour toutes les entreprises juste de plus de 250 salariés, c'est ça? Alors, La directive, la directive, elle est pour les plus de 100. plus de 100. Plus de 100. D'accord. Et nous, on demande à ce que ça soit appliqué à minima. Alors, la transparence, elle est pour tout le monde, hein. D'accord. C'est le calcul des écarts de rémunération, c'est pour les entreprises de plus de 100. Mm. Et nous, on demande à ce que ça soit abaissé à 50 pour coller au seuil de l'index égalité existant actuel, D'accord, pour pas oui. qu'il y ait de régression. Pas qu'il y ait de régression. Mm. Et puis, c'est à partir de 50 salariés, parce que ceux qui nous suivent ne le savent pas forcément, qu'il y a aussi ces CSE avec des compétences élargies par rapport à la simple représentation du personnel. Ophélie, peut-être Oui. pour la suite sur la fonction publique? Alors, pour ce qui est de la négociation, discussion sur concertation, on va être en effet sur la fonction publique. En effet, ça a été assez mou au départ, puisque comme pour le privé, on a eu les premiers échanges en juin et en juillet, et ça n'a repris qu'en janvier, et nous avons une prochaine réunion fin mars. À savoir que donc ça va être sur une loi avec un volet public et un volet privé. Et pour ce qui concerne le côté public, on a une instance qui est fonction publique, ça s'appelle le Conseil commun de la fonction publique, où il y a l'ensemble des organisations syndicales qui sont représentées, mais aussi les employeurs, puisque l'État employeur est représenté par les différents ministères qui recoupent. Et donc, c'est dans cette instance qu'on va avoir cette présentation de projet de loi, en tout cas pour le volet fonction publique. Et à la différence un petit peu du privé, on a la possibilité d'amender le texte normalement. Je dis bien normalement, puisqu'on ne sait pas encore, on peut avoir un petit peu des entourloupes, mais normalement, si passage en conseil commun, ce qui doit se faire, il y a possibilité d'amendement. Et c'est à voir aussi là comment la CGT va pouvoir intervenir pour pouvoir amender et pouvoir faire monter le projet de cette transposition dans le volet fonction publique. C'est important parce que, comme je le disais tout à l'heure en introduction, l'État employeur, on pense qu'il est exemplaire, sauf qu'il ne l'est absolument pas. Et là, la difficulté qu'il y a, c'est que les employeurs, qui est l'État,
contrairement au patronat dans le privé, ne se positionne pas. Là, on est vraiment sur presque une discussion avec le ministère, sauf que pour l'instant, nous n'avons pas eu le ministre. En plus, il y a eu une petite valse encore sur les ministres de la fonction publique. Et donc, nous n'avons pas eu un échange où le ministre n'est pas venu encore dans les négociations, dans les discussions, pour voir un petit peu l'arbitrage politique, puisque nous, ce qu'on demande, c'est un arbitrage politique à un moment pour savoir qu'est-ce qui est retenu des propositions des organisations syndicales et ce qui ne l'est pas. Voilà. Je sais même plus qui est ministre de la fonction publique. Alors maintenant, c'est Monsieur Amiel, qui est des D'accord. comptes publics, très large. Est-ce qu'on aura un ministre délégué de la fonction publique, puisque c'était Madame Amélie de Montchalin qui était ministre des D'accord. comptes publics, qui est partie à Ah, la c'est la Cour Cour des des comptes, comptes. Ouais, ok. et donc Monsieur Modération. Amiel qui passe aux comptes publics. Et est-ce que lui, il était ministre délégué à la fonction publique? Ça va. Et donc nous, enfin, en tout cas, on souhaite d'avoir un ministre délégué, enfin un ministre pour la fonction sûr. publique, parce qu'il y a quand même, ça représente énormément d'agents, et aussi pour discuter des sujets qui concernent les fonctionnaires sur ces questions-là et les contractuels également. Sur la question de la discussion qu'on a en cours avec la fonction publique, donc c'est la direction générale des affaires de l'administration de la fonction publique qui pilote un petit peu cette discussion-là. Et contrairement au privé, il y a certains points qui sont assez flous parce qu'on a des articles de la directive qui apparemment ne seraient pas transposés dans le Code général de la fonction publique. Donc déjà, on est sous une sous-transposition pour l'instant. Donc, on attend la réunion du mois de mars pour voir ce qu'il en est. Par exemple, nous, dans la fonction publique, il n'y avait pas de sanctions pour l'instant proposées. Donc, on attend de voir. Donc, on a dit que ce n'était pas possible puisqu'on était en sous-transposition. Donc, on attend la réunion de mars pour voir ce qu'il en est. Également sur l'assiette de rémunération, comme l'a dit Myriam tout à l'heure, la question des biais. L'avantage de cette directive européenne, c'est qu'on va être pour sortir des biais sexistes, ou en tout cas pour voir apparaître les biais sexistes dans la construction de la rémunération. Et aujourd'hui, dans la fonction publique, ils veulent nous sortir tout ce qui est avantage en nature ou frais professionnels, justement. Les points un petit peu qui sont hyper compliqués, notamment plus on monte dans la hiérarchie et plus il y a ces questions de rémunération avec les frais professionnels et les avantages en nature possibles. Et donc, c'est important pour nous de les voir apparaître dans la question de la fonction publique. L'appartement de fonction, la voiture, éventuellement. Voilà, c'est ça, exactement. Et les frais professionnels qui peuvent être mis aussi en place suivant la catégorie de professionnel qui peut être normale, mais en tout cas, il faut les faire apparaître. Donc voilà, là, c'est des points en tout cas qui échoppent un petit peu et qui pour l'instant, n'a pas de réponse. Et excuse-moi, mais comment l'État sanctionne l'État? Parce que du coup, c'est exactement, voilà, c'est ça. C'est un des points. Et par rapport à l'index dans la fonction publique, il y a aussi des sanctions via l'index. Et on a un fonds dédié à la fonds sur l'égalité professionnelle où on aurait le retour des sanctions. Donc il y a très peu alors, la fonction publique, pour rappel, il y a des collectivités, il y a des administrations, il y a des établissements hospitaliers et il y a les ministères. Et les sanctions, pour l'instant, qu'il y a pu avoir via l'index, c'était quelques ministères, mais c'était à la marge. Et le problème qu'on a, nous, CGT, c'est que ce fonds dédié de récupération des sanctions, on n'était pas dans la gouvernance de la gestion de ce fonds. La CGT ou les syndicats en général? Les syndicats. Et donc, c'était entre ceux qui étaient sanctionnés qui se géraient le fonds, si je peux dire un petit peu. Donc, on marche un petit peu sur la tête sur la gestion. Et donc, nous, c'est une demande, il faut qu'il y ait sanctions pour la directive, sur la transposition de la directive, et qu'il soit géré par la gouvernance telle qu'elle est dans les instances représentatives, aussi avec les organisations syndicales, ce qui paraît tout à fait normal. Donc, on attend de voir sur ce point-là. Sur la question de la révélation de l'écart, donc on a aujourd'hui la transposition, c'est 5% d'écart à voir apparaître pour pouvoir avoir une évaluation conjointe. Et donc, c'est là-dessus aussi que nous, on veut être assez ferme, parce que l'évaluation conjointe pour évaluer, pour que l'employeur, en tout cas, c'est l'employeur qui a la charge de la preuve, de dire qu'il n'y a pas d'écart. Donc, si on voit apparaître les 5%, c'est à l'employeur de se justifier
Ce qui est une bonne chose, comme disait Myriam, aujourd'hui, et c'est grâce On justement inverse la charge de la aussi preuve. aux anciens textes européens qu'on a cette question de la charge de la preuve. Mais le problème est que pour arriver à cette évaluation conjointe, il faut qu'il y ait une validation des instances du CSE. Et c'est là aussi où nous, la CGT, il faut qu'on soit fort sur ces questions-là pour faire prendre en compte à l'ensemble des organisations syndicales qui siégeront dans les collectivités, dans les établissements publics, de l'importance justement d'aller sur ce travail d'élimination des écarts de salaire entre les femmes et les hommes notamment. Et donc voilà, par contre, cette évaluation conjointe, pour nous encore, elle est floue. Parce que qui c'est qui fait cette évaluation conjointe? Comment elle est organisée? Et on demande, nous aussi, à la fonction publique, d'avoir un cadre réglementaire avec la participation des organisations syndicales pour cette évaluation conjointe. Parce qu'on ne veut pas que ce soit quelque chose d'opaque, qui soit géré par les directions d'établissement ou par les ministères, et que en fait on ait très peu de retours ou en tout cas concluants sur cette question-là. Donc c'est aussi un enjeu d'avoir les organisations syndicales pour travailler sur ces questions d'évaluation conjointe. Ça, on peut imaginer que c'est. Enfin, j'imagine que c'est dans le texte quand même. C'est quand même prévu ce cas de figure. Ça me paraît assez évident que ce soit pas d'un côté l'évaluateur, l'État seul, puis le sanctionneur seul, l'État. Enfin, si c'est pas indépendant un minimum, est-ce qu'il y a des garanties en termes d'indépendance des évaluations? Alors, c'est un peu compliqué parce que dans une directive, il faut que ce soit assez large pour pouvoir déjà pouvoir s'adapter à tous les pays, à tous les systèmes qui existent. Donc, c'est pour cela que la concertation ou la négociation nationale est très importante parce qu'il y a quand même des spécificités dans chaque pays et il faut que la directive soit assez large pour pouvoir s'adapter. Mais n'empêche que c'est vrai qu'on s'est pas mal mobilisé depuis le début de cette directive pour qu'elle soit aussi le plus précis possible pour faciliter la tâche, notamment au niveau national. Mais justement, Myriam, elle a mentionné les sanctions et c'était un des points aussi sur lesquels on s'est battu. La directive, elle dit quoi? Elle dit que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Bon, ça laisse quand même une certaine marge d'interprétation. Et donc, nous, on s'était battu pour que ce soit quelque chose d'encore plus précis, mais malheureusement, on n'a pas réussi. Ça pourrait être, par exemple, un pourcentage de chiffre d'affaires, ça pourrait être du turnover, etc., de la masse salariale, mais c'est un point qui est quand même resté pour les négociateurs ou au niveau national à mettre en place. Mais il y a des choses qui ont été obtenues qui sont bien précises, mais il y a d'autres qui sont un peu plus générales et c'est pour cela que leur tâche, elle est encore très importante aujourd'hui. Mais par exemple, un des points qui est important qui a été obtenu dans cette directive, c'est le périmètre, qui est quand même un périmètre très large, qui inclut évidemment le public, le privé, mais aussi qui inclut les travailleurs des plateformes, qui inclut les intermittents, qui inclut les stagiaires, les apprentis et les candidats. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'à l'embauche, l'entreprise, elle doit déjà prouver la transparence. Donc, elle doit, en gros, quand elle affiche une offre d'emploi, mettre le salaire ou une fourchette du salaire, parce que évidemment, selon l'expérience du candidat ou pas, ça doit être public. Ouais. Donc, ça commence d'entrée de jeu, cette transparence-là. Et ça, c'était plutôt quelque chose de bien précisé dans la directive. Bien sûr, on a tous postulé à ces boulots où il y a écrit selon expérience. Tout à fait. Il n'y a aucune indication de salaire. Ouais. Et pardon. On a pensé la même chose au même moment. Je pense que c'est important d'en faire un point distinct. C'est que l'écart des rémunérations entre les femmes et les hommes, de manière globale, il est aussi lié à la non prise en compte de la valeur du travail. J'allais vous poser la question aussi, donc on est tous. Alors vas-y. Non, mais vas-y, je t'en prie, continue. Alors, c'est une notion qui existe dans le Code du travail depuis 1972. C'est salaire égal à travail de valeur égale ou à travail égal ou travail de valeur égale. Et dans notamment les métiers à prédominance féminine, il y a des biais sexistes pour l'établissement du salaire, des grilles en fait salariales qui ne prend pas en compte la valeur. Et ça, la directive, elle réinsiste vraiment là-dessus. Alors pour le privé, et ça, ils pourront pas faire l'impasse. Ça va générer de prendre en compte le travail réel des femmes, dans le descriptif des métiers, etc. Donc, ça va nous permettre
de refaire des négociations extrêmement importantes au niveau des branches. Mm. Pareil, la directive, elle reste floue parce qu'on n'est pas organisé de la même manière pour l'établissement des salaires selon les États. Mais nous, on est organisé au niveau de la branche, on est organisé au niveau du groupe et au niveau de l'entreprise pour l'établissement des salaires, grosso Mm. modo, hein, pour Mm. le faire à la grosse. Et donc, ces 3 niveaux, ça va nous permettre, nous, d'aller chercher la revalorisation des métiers, notamment occupés massivement par les femmes, et d'aller chercher la comparaison des métiers et Mm. de la prise en compte de la valeur. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour le public, c'est encore plus important. Ça, Ophélie va vous le dire, puisque la notion de valeur égale n'existe même pas dans le code de la fonction publique. Mm. C'est ça. Vas-y. Exactement. L'intérêt de la transposition dans le Code général de la fonction publique, c'est de faire apparaître cette notion-là qui existe, voilà, comme l'a dit Myriam, depuis 72 dans le côté privé, qui n'existe pas dans la fonction publique. La question de la valeur du travail n'est pas mentionnée. Donc là, c'est un enjeu de taille. Et ce qui est hallucinant, si je peux dire de cette manière-là, c'est que l'article 4, donc ça correspond à l'article 4 de la directive européenne, n'était même pas au départ retranscrit, ou en tout cas, l'État disait « Ah ben non, tout va bien dans la fonction publique, nous ne retranscrirons pas l'article 4 de la directive ». Toute organisation syndicale confondue, et nous, vraiment très fortement, on a dit qu'il était impossible d'aller là-dessus parce que c'est de la sous-transposition puisque ça n'existe pas. Donc, on attend de voir ce qui va être proposé dans le Code général pour faire apparaître ça. Et les critères qui sont évoqués dans la directive sont très importants puisqu'elle parle de compétences. Alors nous, on le met aussi en parallèle avec la qualification puisqu'on est très accroché à la question de la reconnaissance de la qualification, des efforts physiques, de la responsabilité et des conditions de travail. Ce sont les 4 critères importants dans la directive qui sont énoncés et qui, pour nous, comme je le disais en introduction sur les professions à prédominance féminine, avec soi-disant des compétences innées et naturelles, où justement, là, il y a tout l'enjeu de faire voir que les conditions de travail des assistantes maternelles dans les écoles, de porter des enfants, ben, c'est pas anodin. Sure. Dans les hôpitaux, de pousser des brancards ou de s'occuper des personnes âgées et des malades, c'est aussi en question émotionnelle, physique, c'est très lourd. Et au niveau des efforts, eh ben, les efforts, quand vous portez un malade pour le faire passer d'un lit à un brancard, beaucoup d'aides-soignantes y laissent des épaules. Hein, et aussi la question des horaires atypiques, puisqu'il y a aussi cette question-là qui n'est pas reconnue. Comment est-ce que les horaires atypiques, et quand je parle d'horaires atypiques, c'est de soit travailler des matins, des soirs et travail de nuit, et aussi a des conséquences sur la santé, et qu'il faut que ce soit reconnu dans la reconnaissance de la pénibilité. Parce que là, on a un réel travail dans la fonction publique, puisque, comme je le disais, on a des questions d'inégalité salariale sur la question de l'individualisation de la rémunération par les primes, mais aussi sur la reconnaissance de la pénibilité, où aujourd'hui, les métiers à prédominance féminine, et je prends l'exemple typique des infirmières, parce qu'en 2010, il y a eu la circulaire Bachelot qui a fait passer les infirmières en catégorie supérieure, donc en catégorie A, avec la possibilité, donc une petite à la marge réévaluation salariale, mais vraiment très minime. Mais par contre, en conséquence, elle perdait la pénibilité et la catégorie active. Et donc, on a fait jouer un petit peu, le gouvernement à l'époque a joué là-dessus. Sauf que quand M. Cazeneuve a été Premier ministre, il a fait un bleu, ça s'appelle, ministériel, et il a permis aux sapeurs-pompiers, majoritairement masculins, infirmiers, à garder cette pénibilité via la catégorie active et le passage dans la catégorie supérieure. Et ben là, on est sur des biais Et là, cet exemple est flagrant et le biais sexiste, il est énorme. Évident. Voilà, exactement. Et donc, c'est là comment est-ce que maintenant, on utilise la lutte et à travers justement cette circulaire, cette directive européenne pour justement travailler sur ces reconnaissances-là. Oui, si je peux ajouter quelque chose, en fait, c'est là où la directive, elle est intéressante et c'était un grand combat de recadre à l'époque, c'est de créer ce qu'on appelle le comparateur hypothétique. Et en fait, ce qu'elle dit, la directive, c'est que on va comparer le travail à valeur égale, mais des fois dans une entreprise, on ne trouve pas le même poste ou la valeur égale.
Et comment on fait? Et c'est là où c'est très problématique dans des petites entreprises ou aussi dans des entreprises où on a des postes comme par exemple DRH, il n'y a qu'un seul ou une seule. Donc, comment on va pouvoir comparer si on n'a pas le travail à valeur égale dans cette entreprise-là? Et là, ce qu'elle introduit, cette directive, c'est un comparateur hypothétique qu'il faut créer. Et c'est un travail qui, j'avoue, ne doit pas être très facile à faire. Mais par exemple, ce qu'elle a mentionné, Myriam, ça peut être au niveau de la branche, ça peut être ailleurs selon ces critères-là. Et c'est pour cela que c'est important parce que l'employeur ne peut plus dire oui, mais il n'y a personne avec qui je peux comparer parce qu'il y a une seule DRH dans une entreprise. Eh bien non, déjà, il faut prendre les critères, les fameux 4 critères qui ont été mentionnés. Ça peut peut-être être comparé à un responsable commercial, pourquoi pas. Mais si jamais ça ne peut pas l'être, il faut sortir de l'entreprise et pouvoir le comparer à un autre poste dans une autre entreprise. Et ça, je peux te dire que les employeurs sont complètement opposés à C'est cela. ça. Et ils espèrent quand même qu'au niveau européen, la Commission accepte de diminuer cette directive ça. pour enlever ce comparateur-là et se limiter dans le cadre de l'entreprise. Juste pour compléter, dans justement la directive, il y a la catégorie de travailleurs. Sur quelle base de catégorie de travailleurs la directive se base pour comparer? Et nous, on se bat pour que ce soit à qualification égale ou à compétence égale, comme disait Naïla, pour pouvoir avoir, pas forcément entre les infirmières, on compare, mais les infirmières et les techniciens hospitaliers, par exemple, qui est une filière technique majoritairement masculine, à qualification égale. L'enjeu, pour nous, il est là. Ça, c'est bac plus 5 ou 4? Infirmières, bac plus 3 et les sages-femmes, bac plus 5. Et c'est Voilà. pareil, les ingénieurs, les sages-femmes, sur l'enquête dont Myriam a cité tout à l'heure, du soin et du lien de l'IRES, c'est sages-femmes et ingénieurs. Oui. Et là, on voit la différence. Au début de carrière, les sages-femmes sont un peu plus rémunérées. Par contre, sur l'évolution de carrière, sur le déroulement de carrière, là, il y a une différence. C'est ça. Et c'est là qu'il qu'il faut prendre en compte le point d'entrée, mais aussi tout le déroulement. Alors, les employeurs sont très réfractaires. De toute façon, on le sait parce que ça fait 50 ans qu'ils auraient dû le faire. Hein. La valeur égale existe vraiment dans le Code du travail, en tout cas. Ils sont très réfractaires et puis en plus, ils ne savent pas le faire. Hein. Donc, il va y avoir, et nous, il faut aussi, les militantes et les militants de la CGT, qu'on aille chercher nos compétences là-dessus et qu'on se forme. Et ça va être le temps d'après. Les amendements à la loi, donc là, malgré le fait qu'il y ait 2 concertations différentes, il n'y aura qu'un seul projet de loi. Donc celui-là, il sera amendable lorsqu'il sera inscrit à l'agenda parlementaire. Donc là, on aura aussi des discussions politiques à avoir au niveau du Parlement pour pouvoir enrichir la proposition de loi. Ensuite, il y aura des modifications du Code de la fonction publique, du Code du travail, qui seront joints à ce projet de loi. Et puis après, nous, militantes et militants de la CGT, faut qu'on se forme pour pouvoir porter une directive ambitieuse dans nos entreprises, dans nos administrations, et puis qu'on sache négocier la valeur égale et la classification. J'imagine que c'est un des rôles du collectif Femmes Mixité, c'est ça, de la CGT, ça qui va être va le derrière très gros former les travail, équipes le très syndicales. gros enjeu des mois à venir. Mais aussi, si je peux rajouter, c'est déjà prévu aussi dans la directive que les États membres, donc le gouvernement, aient quand même certaines obligations, notamment en matière d'expliquer un petit peu plus clairement, de fournir des guides pour les employeurs pour pouvoir appliquer cette directive, mais aussi de former. Et les IRP aussi, c'est prévu dans le texte de la directive. Instance de représentation du personnel. Tout à fait, les élus, les syndicats sur cette directive et de prévoir justement un corps qui peut être, je ne sais pas quelle partie d'un ministère qui doit être responsable de vérifier que cette directive elle est bien appliquée, etc. et que les textes... Et l'enjeu aussi de la directive, c'est l'étape d'après, alors comme disait Myriam, c'est la formation, mais c'est aussi comment on va utiliser la directive pour gagner des droits nouveaux, puisque sur la négociation de la reconnaissance des classifications, par exemple, sur la rémunération, comment est-ce qu'on va construire un rapport de force, puisque le but il est là, pour gagner des droits nouveaux et atteindre la vraie égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les différentes professions.
Puis j'ai l'impression que c'est transversal avec plein de combats de la CGT, la reconnaissance des qualifications, Tout à fait. voilà, C'est ça la qui est intéressant transparence finalement, pour c'est tous que les c'est très salariés. transversal Ouais. et du Oui. coup, on y mêle beaucoup de thématiques et l'égalité doit être aussi prise en compte dans les différentes luttes qu'on peut mener sur les questions de reconnaissance des qualifications notamment, ou les conditions de travail. Voilà, Mm. l'égalité est partout. Oui, l'égalité, c'est un enjeu pour tout le monde, hein. C'est ça. Par exemple, dans les périodes de NAO, c'est rare qu'on Négociation voit annuelle obligatoire. voilà, excuse-moi, c'est vrai, on parle, c'est un discours de niche. Non, mais dans la période des négociations annuelles obligatoires, Mm. sur les salaires, c'est rare qu'on compare et qu'on répare le salaire des femmes en entreprise. Mm. Donc, il faut aussi qu'il y ait des automatismes, que ce soit des militantes et des militants de la CGT et puis des autres organisations syndicales. On n'est pas non plus comptable de tout dans les entreprises, mais que l'égalité, ça soit pas que par le biais de la directive, ça soit pas que le 8 mars, mais lorsqu'il y a des négociations de salaire ou lorsqu'on analyse le DUERP tous les ans. On analyse le DUERP. Le DUERP, il doit être genré. Le document unique D'évaluation des risques voilà, professionnels. il doit être genré. Et ça, on ne porte pas non plus. Donc, il y a plein de choses qui doivent être mises en place, des droits qui existent déjà, des droits nouveaux à conquérir. On va avoir besoin d'inspecteurs et inspectrices du travail extrêmement compétents sur le sujet, en nombre. Donc là, on a remis le couvert sur le fait qu'on a besoin d'embauche à la hauteur des besoins. Les inspecteurs et inspectrices du travail, on en a besoin de 5000. Là, actuellement, on est à 1800. Ouais, 2000, ouais. Voilà, donc c'est vraiment pas assez pour mener des politiques égalitaires. Et pour terminer, enfin aussi pour compléter, à la fin de l'année, il y a les élections professionnelles dans la fonction publique. Et il y a aussi ce point-là qui est l'égalité professionnelle dans la fonction publique, qui est un réel enjeu pour l'ensemble des professionnels issus de la fonction publique et qui est un enjeu aussi pour la CGT. Donc c'est aussi un des points sur lequel on va travailler pour les élections professionnelles. Eh bien, on aura compris que l'égalité salariale, c'est un enjeu syndical. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses peut-être sur la mobilisation du 8 mars, on finit là-dessus. Qu'il faut tous et toutes se mobiliser pour le 8 mars. Hein donc, sur l'ensemble du des territoire. manifestations dans toutes vos villes, hein, je pense. Même si c'est un dimanche, il faut aller manifester, et même en famille. C'est ça. Vous pouvez retrouver tous les lieux de mobilisation du 8 mars. Alors, c'est un dimanche, donc il va y avoir des mobilisations selon les territoires, le 6, le 7, le 8 et même le 9. Nous, on est dans une quinzaine à la CGT d'impulsion du 8 mars dans nos entreprises et dans nos administrations. On a beaucoup de documentation, de tracts sur le site cgt.fr. Donc, il faut aller distribuer, il faut aller convaincre. Il faut aussi que les salariés qui travaillent le dimanche soient en grève. Et les mobilisations, on peut les retrouver sur le site grèveféministe.fr. C'est un site partagé avec l'associatif parce qu'on mène aussi des combats avec le milieu associatif sur les questions égalitaires. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci. Si vous souhaitez soutenir cette émission, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Alors, on ne reçoit pas de dons. Le meilleur moyen de nous soutenir financièrement, c'est évidemment de vous syndiquer et de monter une section CGT dans votre entreprise si ce n'est pas déjà le cas. Bonne journée à toutes et à tous.